Bonjour Jacques, merci d'être sur Bonjour Fréquence Georges. Populaire. La distance, une distance assez importante nous sépare, parce que je suis toujours à Moscou, que bientôt tu te prépares à aller dans des terres chaudes et Oui. agréables. Ici, il fait un peu froid. J'espère que tu vas bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons aborder plusieurs sujets, géopolitiques, économiques, économie internationale, qui se Mhm. croisent. Il se passe énormément de choses tous les jours. C'est très très difficile à suivre. Et merci à toi de décoder Mhm. tout cela. Mais d'abord, se sont tenus ces derniers jours, les 8 et 9 mai, des moments mémoriels pour les 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, quelque chose qui est quand même très important pour l'Union européenne, qui est très 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 important pour les Russes, mais pas seulement, pour les Chinois. C'était une guerre Mhm. mondiale. Et il y a eu quelques couacs sur ce moment mémoriel. Tu as fait un thread sur Twitter extrêmement intéressant sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces étincelles sur la mémoire par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire par rapport à la victoire commune sur le nazisme, qui devrait, malgré les soucis du moment, réunir les anciens alliés? Pourquoi est-ce que ça devient, selon toi, un sujet de conflit? Bon, alors d'abord, je te reprends simplement sur une chose. C'est pas des couacs qu'il y a eu, c'était Ouais. réellement des volontés Un euphémisme. politiques. Voilà, c'est des volontés politiques. On voit très bien que depuis maintenant 50 ans, 60 ans, les États-Unis les Européens cherchent à tirer à eux cette mémoire, d'une certaine manière à réécrire une partie de l'histoire. Les Soviétiques ont fait de même. Il faut être honnête, il faut le dire qu'eux aussi ont voulu réécrire l'histoire et que globalement, effectivement, on oublie que la Seconde Guerre mondiale, c'est la combinaison d'abord d'une guerre asiatique et d'une guerre européenne, parce que la guerre, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, elle commence pas en 39, elle commence en 37 avec l'agression japonaise contre la Chine, même si on n'a pas encore conscience que ça va déboucher sur une guerre mondiale. Mais c'est cette agression japonaise contre la Chine qui va entraîner le Japon dans une trajectoire de collision avec les États-Unis euh, et d'ailleurs et aussi avec l'Union soviétique. Sauf que ils se font un petit peu casser le nez par les soviétiques en 1939 et ils pensent que les Américains seront peut-être une proie plus comestible. Grosse erreur de leur part. Donc il y a ça. Il y a le début de la guerre en Europe. Et puis avec l'attaque allemande contre l'Union soviétique, la guerre devient progressivement mondiale et à partir de décembre 41, là, les deux guerres, la partie asiatique et la partie européenne, se rejoignent. Bon, ça c'est une chose. Euh, Ensuite, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu trois moments dans cette guerre. Il y a eu un moment britannique qu'il faut reconnaître. Et d'ailleurs, ce qui est très choquant, c'est que dans cette tentative des Américains de tirer la couverture à eux, ils occultent complètement la contribution britannique, alors britannique et du Commonwealth, hein, naturellement. Et cette contribution britannique, elle ne se limite pas à la bataille d'Angleterre. En réalité, de juin 40 à juin 41, la Grande-Bretagne et le Commonwealth portent pratiquement seuls, bon, il y a les Français libres, mais ils sont malheureusement pas très nombreux, portent seuls pratiquement le poids de la guerre. Donc ça, c'est un point important. Après, à partir du 22 juin 1941, avec l'attaque allemande et globalement, c'est pas que l'Allemagne qui attaque l'Union soviétique, c'est la Hongrie, la Roumanie, bon, l'Italie va se joindre à eux, la Slovaquie aussi, à un moment donné, attaque
l'Union soviétique. Bon, donc voilà, il y a, je dirais, ce qu'on appelle le front de l'Est, sur lequel se battent à peu près 70% des forces de l'Axe. 70%. Donc ça veut dire que des fronts comme le front d'Afrique du Nord, le front de Libye, hein, puis après avec le débarquement américain de novembre 42, le front global d'Afrique du Nord, ce sont des fronts mineurs par rapport au déploiement des troupes. On estime que, grosso modo, il y a 10%, 12% des forces de l'Axe là-dessus. Même chose avec le débarquement en Italie. Bon, là, ça montera un petit peu plus. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que les forces de l'Axe sont obligées de maintenir des divisions d'occupation hein, pour le contrôle des territoires, que ce soit en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, point très important. Bon, donc, l'Union soviétique, de juin 41 à août-septembre 1943, donc après la bataille de Koursk, affronte environ 70% de la machine de guerre de l'Axe hors Japon. Bien, c'est énorme. C'est énorme et ça fait un deuxième moment qui est un moment soviétique dans cette guerre. Très concrètement, si l'Union soviétique n'avait pas tenu, n'avait pas repoussé les Allemands devant Moscou, ne les avait pas arrêtés et détruits à Stalingrad, n'avait pas arrêté la dernière offensive majeure allemande à Koursk et n'avait pas à ce moment-là brisé les reins de l'armée allemande, ce que reconnaissent même les généraux allemands. Ils disent, ce que nous avons perdu à Koursk, ce n'était pas tant le matériel, c'était les spécialistes, les hommes. Von Mellenthin a dit dans ses mémoires, tous ces tankistes, tous ces opérateurs de chars et de canons d'assaut qui sont morts à Koursk étaient des gens extrêmement expérimentés. C'est la fine fleur de l'armée allemande qui a été détruite à ce moment-là, et l'armée allemande ne s'en est jamais relevée. Donc, c'est cette dimension. Et puis, après septembre 43, bon, ça commence un petit peu avant, mais c'est surtout après, les États-Unis rentrent en scène. Alors, ils rentrent en scène à travers leur puissance économique, d'abord, essentiellement. C'est ce qu'on appelle le pré-bail, le Lend-Lease, dont la Grande-Bretagne est d'abord une grande bénéficiaire à partir du printemps Et ça, 1940. c'est effectivement très important parce que on parle beaucoup justement du Lend-Lease en ce moment et de l'aide américaine, comme si sans elle, les soviétiques n'avaient pas pu, n'auraient pas pu. Alors, Au ce qui début, était... il n'y avait pas de Lend-Lease. Oui, tout à fait, mais ce qui a été reconnu par Zhukov, hein, qui, je le rappelle, à l'époque, d'abord, il est le chef d'état-major de l'armée rouge au départ, après il est l'un des deux envoyés du commandement général, ce qu'on appelle la Stavka. Il est l'un des deux envoyés avec Vassilievski sur les fronts, bon, donc il gère la totalité des fronts. Bon, alors ce qu'il dit, c'est que sans l'apport industriel des États-Unis, c'est pas tellement les armes. Les armes, les soviétiques auraient pu s'en passer, mais c'est essentiellement les produits chimiques pour faire des explosifs. Parce qu'il dit, voilà, on avait beaucoup de canons, mais les canons ne servent à rien si on n'a pas des munitions. Et donc, la contribution importante, ce sont les explosifs. C'est le C'est aussi problème en ce moment. Voilà, tout à fait. C'est aussi la nourriture, parce que quand on est obligé de mobiliser des millions et des millions d'hommes, ces hommes, en règle générale, c'est pas tellement des citadins, c'est essentiellement des paysans. Qui dit mobilisation des paysans, dit problème avec l'agriculture.
tout simplement. Donc, s'il n'y avait pas eu l'apport de nourriture fourni par les Américains, l'Union soviétique n'aurait pas pu mobiliser autant. Donc ça, c'est un problème réel. Et puis, il y a troisièmement une chose très importante pour les offensives après Koursk et après la marche au Dniepr, c'est la motorisation. Les États-Unis fournissent pratiquement, je crois, 150 000 ou 170 000 camions à l'armée rouge. C'est considérable. C'est vraiment ce qui permet la motorisation générale de l'armée rouge à l'hiver 43-44. Ils fournissent aussi un peu plus d'1 millier de locomotives. Et alors, on va dire, oui, les locomotives, mais oui, mais c'est très important parce que la logistique soviétique dépend beaucoup, et d'ailleurs, même chose pour la logistique allemande, hein, compte tenu de l'immensité du théâtre d'opération de ce qu'on appelle le front Est, hein, qui pour les soviétiques est le front Ouest. Donc, à cause de cette immensité, les trains jouent un rôle essentiel. D'ailleurs, la première chose que font les sapeurs soviétiques, les gens du génie, eh bien, c'est de reconstruire les voies ferrées. Et d'ailleurs, ils acquièrent une technicité très grande puisqu'ils sont capables de reconstruire un terminal ferroviaire environ 2 jours après que l'endroit de ce terminal ferroviaire ait été pris par l'armée rouge. Donc, c'est tout à fait décisif pour l'approvisionnement. Donc, oui, il y a un temps américain, bon, mais les États-Unis ont cherché d'une certaine manière à réécrire l'histoire. Ils présentent le débarquement de Normandie comme une opération américaine, ce qui est faux. L'ensemble de la partie navale du débarquement, parce qu'un débarquement, bah oui, c'est on transporte des hommes par bateau d'un point A à un point B et on les débarque au point B. Voilà, c'est ça un débarquement. L'ensemble du débarquement naval est sous commandement britannique et les forces du Commonwealth, Grande-Bretagne, mais aussi canadiens, sont équivalentes aux forces américaines. Il faut quand même le dire. Et en réalité, ça se voit d'ailleurs au niveau des pertes humaines. Bon, les pertes humaines américaines qui sont presque totalement des pertes militaires, puisque, heureusement pour eux d'ailleurs, la guerre ne se déroule pas réellement sur leur territoire. Le seul point du territoire américain qui est agressé, c'est les îles Hawaï lors de l'attaque de Pearl Harbor, qui fait très 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 peu de victimes civiles, qui fait essentiellement des victimes militaires. Par ailleurs, bon, les pertes américaines sont ridicules par rapport aux pertes militaires soviétiques. J'insiste bien sur les pertes militaires. Globalement, l'Union soviétique a perdu probablement autour de 27 millions de morts, entre 26 et 28 d'après les derniers calculs. Bien, beaucoup sont des morts civiles. C'est lié à la répression, au massacre qu'ont fait les nazis. Bon. Il y a 11 millions de militaires, voilà, 16 il y a, il y a millions 11 millions. Voilà, il y a 11 millions, il y a 11 millions de militaires à peu près, alors que pour les États-Unis, sur le front européen comme sur le front asiatique, il y a environ 350 000 morts. J'ai un souvenir, si vous voulez, un colonel du renseignement américain que je connaissais, j'ai connu des gens assez bizarres dans ma carrière, bien, et qui me disait, mais enfin, la campagne de Guadalcanal, qui est une des campagnes les plus coûteuses en hommes, les plus atroces menées par la marine et l'armée américaine, l'ensemble des morts de cette campagne, ça représente 1 ou 2 jours de nombre de tués à Stalingrad. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Donc voilà,
Alors Il y a, pourquoi? il y a ça. Mais pour revenir à notre époque, parce que si on part dans l'histoire de la guerre, Mhm, on va faire toute la mhm. journée. Oui. Et mais pourquoi est-ce qu'il y a cette forme de déni à l'Ouest? Pourquoi refuser de célébrer ces sacrifices et cette victoire commune? Alors, plusieurs raisons. Il y a une raison, il y a un problème de légitimité. Les États-Unis ne peuvent assumer leur position autoproclamée, hein, de chef du monde libre que s'ils s'appuient sur la légitimité de la Seconde Guerre mondiale et si ils arrivent à persuader les autres, c'est nous qui avons gagné la Seconde Guerre mondiale. Ben non, ben non. Ça, c'est un premier problème. Alors, ils sont d'une certaine manière aidés dans ce comportement par le comportement des soviétiques après 45, hein, qui vont chercher à effacer, eux, l'apport américain. Joukov, qui, dans la version non censurée de ses mémoires, hein, la version qu'il écrit initialement, dit d'ailleurs, sans l'aide américaine, nous n'aurions pas pu mener les grandes offensives de 44. Bon. Et c'est caviardé dans l'édition soviétique, et Joukov se fait réprimer pour cela. Joukov, il est mis au placard par Brejnev, enfin, oui, par Brejnev, il est d'abord mis par Khrouchtchev, bon, et puis il est à nouveau mis au placard par Brejnev, et la version non censurée de ses mémoires n'a été publiée qu'en 1991. Sous Gorbatchev. Hein. Il a fallu attendre Gorbatchev pour que la version non censurée des mémoires de Joukov soit publiée. Bon, donc on voit bien qu'il y a aussi un problème du côté soviétique. Après, il y a un autre problème. C'est comment les différents pays réagissent par rapport, alors en particulier pour les pays européens, par rapport au phénomène de collaboration. La collaboration, c'est quelque chose qui malheureusement a été assez général. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les pays en guerre. Il y a eu une division de SS suédois, alors que la Suède était neutre, techniquement. Donc on voit, il y a ce phénomène. Et là, bon, globalement, tous les pays ont accepté de faire un petit peu le ménage. Et les seuls endroits où, par exemple, dans les années 90 et même les années 2000, on Quand tu pouvait dis voir qu'ils ont accepté de faire le ménage, c'est le ménage mémoriel. Ouais, le d'accord. ménage mémoriel, oui, et parfois le ménage judiciaire, parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont été condamnés. Bah, rappelons-nous du procès Papon en France. Hein. Euh, euh, les différents procès ont joué un rôle extrêmement important. Bon. Ce n'est que dans les pays baltes et en Ukraine que l'on a pu voir, après la fin de l'Union soviétique, des gens célébrer la mémoire des gens qui s'étaient battus avec les nazis. Et c'est vraiment très problématique parce que une partie de ces gens ne se sont pas en réalité battus, ils ont aidé la machine de mort nazie à faire son travail. Par exemple, on parle beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle. C'est-à-dire que dans les travaux, on s'est rendu compte que une partie de la population juive qui a été massacrée ne l'a pas été dans les camps d'extermination, elle l'a été sur le terrain, en Ukraine et en Biélorussie, par fusillade, Par globalement. les Einsatzgruppen. Oui, mais pas que. Non, pas que. Non, non, mais Non, mais c'est ça le problème. ce qui est intéressant, c'est quand même les Allemands ont dédié des forces qui auraient pu être combattantes
tout à à fait. nettoyer derrière pour tuer des civils, puisqu'ils a tué que des civils, Tout principalement. à fait. Mais là, on voit que les auxiliaires ukrainiens des Allemands rentrent en opération dès le début du mois de juillet 41. Par exemple, tous les témoignages concordent pour dire que lors du massacre de Babi Yar, ça s'appelle le vallon des vieilles femmes, hein. Bon, Le plus c'était grand Baba, massacre de Shoah par balle voilà, de en choix par 48. balle, voilà, et qui est à Kiev. Bon. Lors du massacre de Babi Yar, les populations sont amenées sur le lieu du massacre par des Ukrainiens. Les premiers pogroms ukrainiens surviennent à peu près 15 jours après le début de la guerre. Donc il y a déjà ce Il problème-là. semblerait que le ghetto de Lvov, ou Lviv, pour ceux qui l'appellent Oui, Lviv, a été nettoyé, entre guillemets nettoyé, de ces juifs avant même l'arrivée des nazis. oui. Alors, ou immédiatement, ou pendant leur arrivée, bon, il y a là un petit En tout cas, débat. il y avait une volonté de le faire. Il y avait tout à fait une volonté de le faire, et on retrouve la même chose dans certains pays baltes. Où la population balte dénonce les Juifs et d'une certaine manière aide les Allemands à les regrouper pour leur extermination. Donc ça, c'est un véritable problème. Et alors, euh, il n'y a pas eu de reconnaissance étatique. Il faut le dire aussi. Jusqu'à 2014-2016, il n'y a pas eu de reconnaissance étatique. Mais on s'accommodait du fait qu'une municipalité décide de donner le nom de Bandera en Ukraine à une de ses rues. Bandera, qui a été le dirigeant du mouvement dit nationaliste en Ukraine, est un criminel de guerre notoire, avéré. D'ailleurs, Pour que les Français comprennent, c'est comme si on avait c'est comme un si on donnait boulevard, le nom de Doriot. C'est comme si on comme faisait. Doriot. Voilà, voilà. C'est la rue de Rennes s'appelle rue Marcel Déat. Voilà, bon, c'est tout à Et fait encore, cela. et encore, Voilà, en voilà. dessous. Bon, donc voilà, ça, c'est un problème, et c'est Il me semble reconstruit. même il me semble même qu'à Kiev aujourd'hui, le Oui, monument Babi-Yar, passe devant l'avenue Bandera. C'est oui, un absolument. synchronisme assez intéressant, quand même. Absolument, absolument. Donc, on a ce problème, donc sur l'Ukraine et sur les pays baltes. Et là, évidemment, en Ukraine, c'est quelque chose qui a été, je dirais, démultiplié par l'affrontement avec la Russie, d'abord avec la présence de cette extrême droite néo-nazie dans le mouvement Maïdan, à la fin du mouvement Maïdan. Ils n'étaient pas là au départ, hein, faut toujours le rappeler. Le rôle important qu'ils ont eu dans la manifestation où il y a eu des morts, en tirant d'ailleurs sur cette manifestation, et ça c'est complètement démontré, c'est-à-dire que le fait que les fameux snipers, les tireurs depuis les toits qui font beaucoup de morts à Maïdan, ce sont des gens d'extrême droite. C'est pas du tout les tirs ne viennent pas des forces présidentielles. Hein. Ça, c'est un point important. Et puis après, évidemment, dans le cadre des fameux bataillons de répression qui sont créés par le gouvernement ukrainien au Donbass, évidemment, ces bataillons de répression, je dirais, coagulent toute une partie de l'extrême droite et qui va après se démultiplier. Hein. Aujourd'hui, par exemple, c'est plus le bataillon Azov, c'est même plus le régiment Azov, on commence à parler du corps d'armée Azov. Alors ça ne veut pas dire que tous les soldats sont tous adhérents à cette idéologie néo-nazie, mais il est évident qu'un grand nombre le sont.
Ce qui posera, par ailleurs, je le dis tout en passant, un véritable problème si et quand une paix sera signée, parce que ces gens-là seront les derniers à accepter une fin des combats, d'abord pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons de responsabilité. Avec une fin des combats, pourrait se poser la question de leur rôle dans toute une série de crimes de guerre qui ont été commis. Donc, il y a là un problème potentiel pour une Ukraine post-négociation qui sera important. Et par ailleurs, le problème se pose aussi dans les pays baltes, mais à un niveau un petit peu différent, avec des mesures discriminatoires qui sont prises contre la population russe. En Estonie, en Lettonie, bon, etc. Ce qui, évidemment, ne favorise pas une forme de réconciliation mémorielle qui serait pourtant absolument nécessaire, d'une certaine manière, pour garantir la stabilité de ces États. Donc voilà, c'est ça ce qui se joue. Après, un dernier point pour parler des gens qui ont été complètement oubliés, que ce soit par le discours américain, le discours occidental, le discours soviétique. Bon, les Brésiliens, on oublie que des Brésiliens se sont battus, et se sont battus en Italie en particulier. Il y avait 3 divisions brésiliennes qui étaient déployées, bien. Et les Indiens ont eu, alors bien sûr, vu la taille de la population, c'est pas très important, mais on fournit des troupes, que ce soit en Afrique du Nord, contre les Italo-Allemands, ou que ce soit contre les Japonais. Alors, ces troupes étaient dans un contexte assez particulier, parce que autant le parti du Congrès, qui rassemble l'ensemble des anticolonialistes et des nationalistes indiens, est interdit à partir de 1942 par le gouvernement britannique. Alors que ce même parti du Congrès a expulsé de ses rangs Chandra Bose, qui représentait l'aile gauche et qui lui a basculé vers l'idée d'une collaboration avec l'Allemagne pour libérer l'Inde, en réalité. Et donc, le parti du Congrès avait appelé ses membres et la population indienne à participer à la guerre. En dépit de ça, ils sont interdits, ils sont réprimés, répression d'ailleurs qui va faire des milliers de morts. Bon, et ça crée une situation extrêmement particulière. Aujourd'hui, on ne rend hommage à ces combattants indiens. Il y a, je crois, 2 témoignages cinématographiques. Il y a un témoignage récent dans le film Le Patient anglais, très bon film par ailleurs, dont l'un des personnages est un sous-officier indien, c'est un sikh d'ailleurs. Bon, et l'autre témoignage, c'est un très vieux film qui doit dater des années 50, film britannique, et qui rend hommage, c'est un film sur des aviateurs, et qui rend hommage à un équipage indien. Là aussi, d'ailleurs, le pilote indien est un sikh. Bon, assez, je dirais, assez symptomatique des choix faits dans la mémoire britannique. Oui, on veut bien dire que les Indiens ont participé, mais on va mettre en avant des gens particuliers, les Sikhs. Bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, en même temps, la participation d'un certain nombre d'autres pays, on pourrait parler des Mexicains aussi. Alors, les Mexicains, il n'y a pas eu énormément de troupes mexicaines, et elles ont été déployées aux Philippines, en réalité, mais il y a eu des unités de l'aviation mexicaine qui se sont battues à côté des Américains contre les Japonais aux Philippines. Donc voilà, il y a aussi tout cet aspect-là qui est absolument nié. Et puis, je dois le dire, évidemment, de par mes origines, puisque j'ai un grand-père qui a eu la très bonne idée de détruire des canons côtiers de l'armée royale yougoslave avant qu'ils ne tombent dans les mains des nazis. Eux sont totalement oubliés maintenant.
ce sont les Yougoslaves et les résistants yougoslaves. Quand même, ce pays a perdu 1,2 million De d'habitants mort. combattants. Ouais. Oui, tout à Morts. fait. C'est-à-dire Tout à fait. l'équivalent du cumul des morts et des civils des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et de la Grande-Bretagne. Tout à fait. Et donc, alors que la population n'est pas exactement de la même taille, ouais. et a dégagé les Allemands quasiment seuls, sauf Belgrade, où ils ont été aidés par l'armée soviétique. Oui, oui, oui. Les pertes de la Yougoslavie, c'est à peu près 10% de la population. C'est un niveau de perte qui est pas loin de la proportion soviétique. Hein. La proportion soviétique, c'est environ 15%. Mais la proportion yougoslave, c'est 10%. Je dis simplement pour que nos auditeurs comprennent, si on appliquait ça à la France, ça voudrait dire que la France aurait eu 4 millions de morts militaires et civils. 4 millions. Donc voilà, on oublie aussi... Du coup, on fait des marches des immortels, nous aussi. Voilà, et même chose par exemple pour la Grèce. La Grèce, ça faut extra. Oui. Donc voilà, il y a dans cette mémoire, il y a des choix qui sont faits, en particulier par les États-Unis et je dirais par la reconstruction cinématographique de la mémoire, qui sont des choix assez scandaleux, qui ne rendent pas compte de la participation humaine à ce conflit de différents autres pays. Et c'est ce qui explique le fait que toute une série de ces pays se soient retrouvés à Moscou pour le 9 mai. La Chine, qui a perdu probablement 30 millions de morts, on connaît assez peu parce que, pour cause, les statistiques démographiques de la Chine sont assez fluctuantes sur la période des années 30 et des années 40, mais qui a probablement perdu autour de 30 millions de morts de 37 à 45. Donc, le Brésil, si Lula était à Moscou, c'était pas un hasard. Il faut quand même le dire. Le Vietnam, le mouvement nationaliste vietnamien, qui va donner le Viet Minh après 1945, se bat contre les Japonais. Et les Japonais vont provoquer une famine au Vietnam qui va tuer probablement 200 000 à 300 000 personnes. Donc, bon, il y a toute cette mémoire. Et d'une certaine manière, si on a ces gens qui sont présents à Moscou, c'est très loin d'être un hasard. Dernier point, et on en termine peut-être là-dessus, la présence du Premier ministre slovaque, M. Fico, n'est pas du tout étonnante. Lors du soulèvement national slovaque, voilà, mais même chose pour le président serbe. Mais pour Fico, il faut rappeler ce qu'on appelle le soulèvement national slovaque, qui se fait contre les Allemands et les Hongrois, d'ailleurs, et qui va être aidé par les Soviétiques. Bon, le problème, c'est que les Soviétiques n'ont pas beaucoup les moyens de les aider, donc cette insurrection nationale slovaque sera écrasée par les nazis, elle est en 1944, et là encore, on peut en trouver dans l'art, dans la littérature, cette fois-ci c'est plus dans le cinéma, on peut en trouver, je dirais, une petite mémoire, c'est dans les Mains sales de Sartre. Ce que décrit les Mains sales, alors bien sûr de manière très romancée, bon, okay. Et c'est pas l'une des meilleures pièces de Sartre par ailleurs, mais ce que ça décrit, c'est effectivement cette insurrection nationale slovaque. Alors, on va sortir de... Enfin, en même temps, ça va nous emmener au sujet géopolitique. Néanmoins, en dehors des Américains, d'Hollywood, tout ça, Donald Trump vient de le faire à nouveau. Les États-Unis ont gagné cette guerre. Merci à l'aide de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne et des autres pays. Mais c'est quand même Donald Trump, hein, dans ses comiques troupiers, voilà, showman. Mais
Néanmoins, on a quand même un problème parce que l'Union européenne se targue de défendre des valeurs. La Commission européenne, des valeurs, c'est très important. Dès que Orban ou quelqu'un d'autre n'est pas assez rapide ou prompt à défendre les droits des certaines de minorités, comme certaines minorités LGBTQI+, par contre, a beaucoup fermé les yeux et continue à la fermer sur ces problèmes-là. Et ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Mmh. Ce n'est pas spécialement une instrumentalisation russe. Les monuments à la SS dans les pays baltes, les marches comme mémorielles d'anciens SS ou de jeunes qui trouvent que tout ça était formidable, il n'y a pas d'émoi de lutte pour ces valeurs. Et le cas ukrainien s'était déjà produit avec le cas croate. On a eu quelques petites dérapages mémoriels qui n'ont jamais été euh, corrigés par l'Union européenne elle-même. Donc là, on a un vrai souci. Bon, tu pourrais y revenir, mais donc on avait à Moscou là un rassemblement massif de gens. Alors dans nos médias, cela a été qualifié ils ont réussi à parler quand même d'isolement, de faiblesse de la Russie, économique, de visible effondrement de l'armée. Bon, tout ça est complètement délirant. Mais la chose dont je peux témoigner, puisque j'y étais et j'y suis, bien évidemment, il y avait tous les chefs d'État dont tu as parlé, ce qui dénote beaucoup moins d'isolement que les rassemblements des Européens à Kiev. Mais dans les rues de Moscou, j'avais l'impression que c'était un rassemblement altermondialiste. Il y avait des Brésiliens, il y avait des Mexicains, il y avait des Palestiniens, énormément de drapeaux palestiniens, parce qu'il y avait Mahmoud Abbas qui était là aussi. Il y avait des Burkinabés, Ibrahim Traoré était là, d'ailleurs j'ai rencontré ses équipes, je les salue. Bientôt au Burkina Faso pour interviewer Ibrahim Traoré, ça sera un grand moment aussi. On a donc oui, des Vietnamiens, des Congolais, des Algériens, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et le 9 mai, c'était assez bariolé en termes de drapeaux et de présence internationale. En flagrant. Alors, bon, cet isolement n'existe que dans la tête de certains éditorialistes, parce que même le Washington Post a clairement dit qu'il y avait une victoire de ce point de vue-là de la Russie. Donc bon, je ne sais pas pourquoi chez nous, ils continuent à vivre dans un monde parallèle. Qu'est-ce que ça nous dit, d'après toi, de l'évolution géopolitique globale? Est-ce que ce n'est pas la transformation de l'essai, quelque part, de ce qui s'était fait lors du sommet des BRICS à Kazan? Oui, d'une certaine manière, effectivement. Tu as raison de poser la question sous cet angle. C'est effectivement une forme de continuité par rapport au sommet des BRICS. On retrouve là, alors on comprend bien compte tenu de l'affrontement actuel entre l'Inde et le Pakistan, pourquoi le Premier ministre indien n'est pas venu. Il aurait dû venir, hein, il aurait dû être présent à Moscou. Bon, compte tenu... Il y a une guerre. Voilà, il y a une guerre de fait, une guerre non déclarée, mais il y a une guerre de fait actuellement entre l'Inde et le Pakistan. Bon, après, ce que ça nous dit aussi, c'est que, et ce n'était pas complètement acquis au moment du sommet de Kazan, on est en train de s'orienter vers une nouvelle division du monde en 2 ou 3 camps. Malheureusement. Le fait que les pays occidentaux aient refusé de participer aux commémorations faites en Russie, ils auraient très bien pu accepter, je ne dis pas au niveau du chef d'État, du chef de gouvernement, mais dire que l'ambassadeur était prêt à s'associer. Enfin bon, on peut trouver toute une série de formules diplomatiques. Bien. Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui, d'une certaine manière, coupent les ponts avec le reste du monde. Et ce reste du monde, c'est pas rien, c'est l'Asie. Non seulement Chine, c'est fort. Toi, tu y vois un isolement occidental, en fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. Un isolement occidental qui, en réalité, est théorisé par Trump. Parce que
qu'est-ce que ça signifie que son projet, le Canada devient le 51e État des États-Unis, on prend le Groenland, on s'étend jusqu'au canal de Panama. Ben, c'est quoi? C'est tout simplement le repli des États-Unis sur la zone, alors j'ai employé les termes techniques, du NORAD, l'Organisation de la défense aérienne de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, en réalité. Et c'est vrai que d'un point de vue américain, ils se disent, mais les Canadiens sont tellement intégrés dans notre système militaire que leur indépendance, c'est quoi? Quelle est la justification de leur indépendance? Bien. Euh, la présence américaine au Groenland, il y a un problème en termes de proportion. Le Groenland, c'est, je crois, 46 000 habitants. Il y a actuellement environ 15 000 militaires américains, à la fois sur des bases radars et sur la grande base aérienne de Thulé. Bien. Autrement dit, un tiers de la population groenlandaise. C'est 25 millions de soldats américains en France. Voilà, voilà. Okay. C'est vrai que ça pose problème. Bon. Et puis on connaît cette vieille tendance des États-Unis à s'étendre sur leur frontière sud et à dire bon, tout ça on va contrôler jusqu'au canal de Panama. C'est ça. C'est l'idée de dire ben voilà, on est isolé par rapport au reste du monde, ou on est en train de se faire isoler par rapport au reste du monde. Il faut que l'on garantisse la capacité en ressources naturelles de tenir ce qui s'apparenterait à un siège, en réalité. Et c'est pour ça qu'il résonne comme ça. Qui Oui. n'est qu'auto-créé. Oui. Parce Oui, que ce siège et cet isolement, c'est un isolement par rapport au fait que l'Occident n'est plus le dominant de la mondialisation, qui est même s'est arrêté. Mais oui, personne, tout à fait. je ne crois pas que les Brésiliens, ou même les Russes, enfin, ou les Chinois n'ont envie de spécialement isoler l'Occident. C'est une forme de maladie, de cancer interne à l'Occident, ça. Oui, tout à fait. C'est le syndrome de la forteresse assiégée, effectivement. Alors, je dirais quasiment caricatural au niveau de Trump, mais qui n'est pas sans logique. Car c'est vrai que la constitution de cette espèce de grande zone entre les États-Unis, le Canada, le Groenland, et puis on descend jusqu'au canal de Panama, oui, ça fait sens géostratégiquement et du point de vue des ressources en matière première. Bon, pour des raisons idéologiques, une partie de l'Union européenne est en train de s'enfermer dans le même syndrome de la forteresse assiégée. Alors, c'est intéressant de voir que, en fait, ça ne recouvre pas tout l'Union européenne. L'Italie, elle n'est pas vraiment très chaude. La Hongrie, évidemment pas. La Slovaquie, évidemment pas. Il y a déjà toute une série de pays de l'Union européenne qui commencent à dire non, nous, ça ne nous va pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette espèce de forteresse assiégée, ça va être, ben, grosso modo, la France, l'Allemagne, bon, probablement les Pays-Bas et la Belgique, et puis la Suède et les pays baltes. Et ce monde-là va se vivre sous la forme de mais nous sommes constamment attaqués par les Russes, mais Vladimir Poutine nous veut du mal, donc il faut qu'on fonctionne comme une forteresse assiégée. C'est quelque chose qui est encore, je dirais, plus ridicule que le projet américain. Le projet américain, d'une certaine manière, il s'enracine dans un passé américain. En fait, la doctrine Monroe, le fait de dire, bon, on ne veut pas d'Européens dans notre zone d'influence, c'est quand même la cause de la guerre hispano-américaine de la fin du 19e siècle, hein, avec la fameuse formule de Mark Twain,
cet écrivain américain, Maine et gloire, chef-lieu danger. Bon, provoqué soi-disant par le fait que les Espagnols auraient déposé une mine sous le cuirassé américain Maine qui explose dans la baie de Santiago de Cuba. On sait maintenant que ce n'était pas du tout ça, que c'était un simple phénomène de décomposition de la cordite qui était utilisée par les canons du cuirassé. Il y a d'ailleurs, dans toutes les marines, il y a eu à cette époque-là plusieurs cuirassés qui ont sauté spontanément. Bon, mais néanmoins, volonté des États-Unis de chasser l'Espagne de leurs eaux à proximité. Donc, la campagne de la guerre hispano-américaine, et même chose sur les Philippines. Bien. Donc, ça, le projet de Trump, il peut se rapporter à ça. Voilà. Mais rien n'anticipe ce réflexe de la forteresse assiégée aujourd'hui dans une partie des pays de l'Union européenne, ce qui le rend d'autant plus dangereux parce que il est un projet uniquement idéologique. Le projet américain n'est pas uniquement idéologique. Il s'appuie sur des réalités géostratégiques et géoéconomiques. Mais le projet européen, lui, est entièrement idéologique. Comme juste la carte derrière moi, comme tout le monde la connaît, cette carte, je garde un peu la tête de ce côté. Oui. L'Amérique, c'est quand même un machin qui est entouré par 2 gigantesques océans et qui est relié au sud américain par un cordon ombilical. Géographiquement, c'est très indépendant. Alors quand on voit l'Europe en bout d'Eurasie, parce que c'est pas un continent indépendant, en vrai, en dessous, juste au-dessus de l'Afrique, pas du tout un isolement absurde. Et voulu, totalement idéologique. Tout à fait, c'est totalement idéologique, et c'est l'une des plus graves erreurs que puissent commettre des dirigeants européens. En réalité, la seule issue de sortie pour les pays européens, que ce soit l'Union européenne, le problème n'est pas là. La seule issue de sortie, c'est de dire l'Europe doit être, d'une certaine manière, un facteur de développement par rapport au Sud et doit entretenir de bonnes relations avec le Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et une grosse partie de l'Asie. Parce que, là encore, on revient au 9 mai. Dans les délégations qui étaient présentes, alors pas au même niveau, bien sûr, il y avait l'Indonésie, il y avait la Malaisie. Donc, on voit bien que ça va beaucoup plus loin que la Chine et que l'Inde. Il y a toute une série de pays qui gravitent. Indonésie et Malaisie qui sont aux portes des BRICS. Qui sont aux portes des BRICS, qui jouent un rôle géostratégique absolument décisif. Parce que si l'Indonésie et si la Malaisie décident de couper les relations navales entre la Chine et l'Occident et l'Europe occidentale, ça posera un vrai problème. On parle du détroit de Malacca. Exactement. Vraiment, voilà. Regardez sur une carte, c'est assez frappant. Tout à fait. Donc voilà, il y a ça. Donc on est face à cette situation-là, et le fait de se dire ces gens ne pensent pas comme nous. Oui, ça peut arriver. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils aient raison, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils aient tort non plus. Bon, ces gens ne pensent pas comme nous, donc ils sont nos ennemis. Oui, mais surtout s'ils pensent différemment chez eux. Parce que les Malais, c'est sûr qu'ils ne pensent pas comme un Allemand, mais j'ai beau chercher, Jacques, je n'arrive pas à trouver d'ONG malaise ou singapourienne installée en Europe et voulant absolument modifier les modes de pensée des Européens. Parce que ce qui les intéresse, d'ailleurs, ils aiment beaucoup l'Europe, mais l'Europe, c'est pour l'Europe, et
l'Indonésie pour les Indonésiens. Ah. Et donc ça, on a un petit peu de mal. On est quand même souvent, enfin, nous on n'est pas vexés, mais nos dirigeants européens sont vexés que les autres ne soient pas comme eux, ce qui est Oui, quand même très proche d'une pensée très largement néocoloniale. tout à fait, tout à fait. Alors oui, sur le cas de la Malaisie, il y a d'ailleurs quelque chose de très drôle, c'est que l'ancien premier ministre de la Malaisie était, et il est toujours d'ailleurs, je crois qu'il est toujours vivant, est tombé amoureux de la ville de Colmar. Et il a créé un parc d'attractions qui reconstitue la ville de Colmar. Il est même allé jusqu'à demander à des ornithologues de réadapter des cigognes en Malaisie. Donc il y a désormais un parc d'attractions avec des bâtiments qui sont la copie conforme de rue de Colmar, bon, etc. Bien. Mais après, si on passe sur cette anecdote, euh, ils sont intéressés par l'Union européenne, par l'Europe, globalement en termes de culture, mais ils sont encore beaucoup plus intéressés par la Chine et par l'Inde. L'une des caractéristiques de tout ce monde de l'insulinde, c'est d'être entre les influences indiennes et les influences chinoises qui descendent par la mer de Chine du Sud et qui impliquent depuis des siècles, en réalité, parce que ça fait des siècles que l'on commerce dans cette zone. J'avais un de mes collègues de l'école des hautes études, Denis Lombard, qui appelait cette zone la Venise de l'Asie, pour essayer de faire un parallèle. Mais ce en général, on ne sait pas ici, c'est qu'il y a eu un commerce qui a probablement 1500 voire 2000 ans, extrêmement important entre le monde indien et le monde chinois. Et que ce commerce, il est passé par là. Alors, il passait en partie par la voie terrestre, ce qu'on appelait la route de la soie, mais il y avait beaucoup moins de marchandises qui transitaient par la route de la soie parce que c'est terrestre et que quand c'est sur Terre, bah, c'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus dangereux aussi. Hein. Bon, que ce qui passait par la voie maritime. Bon, donc, on oublie complètement cela, et tu as tout à fait raison, il y a ce réflexe de type néocolonial, où on peut dire aussi une espèce d'enfermement mental, bon, qui considère qu'il n'y a d'histoire que d'histoire européenne et occidentale, ce qui est fou, ce qui est complètement faux. Nous ne sommes qu'une partie de l'histoire mondiale, en réalité, et qui considère que parce que c'est vrai que l'Europe occidentale, puis les États-Unis, ont dominé le monde pendant à peu près 2 siècles, que c'est appelé à durer toujours. Ben non, ben non. Et c'est ce qui se passe justement en ce moment, et c'est vraiment très très visible quand on voyage un petit peu. Alors, tout ça, tout ce que tu as décrit, s'est passé donc dans cette période du 8, 9, 10, 11 mai. Or, le cadre derrière, c'est la guerre en Ukraine. On parle beaucoup moins du terrain en ce moment, mais je me suis penché hier sur l'évolution du front, parce que je n'ai pas regardé en réalité depuis 2 mois. En fait, il y a des avances de l'armée russe qui poussent doucement, et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire militaire ou d'école d'état-major, prennent des positions qui indiquent clairement qu'il y a concentration des forces et que c'est pas pour faire un pique-nique, que plutôt on serait dans l'attente d'une poussée du côté de Kupiansk par un enveloppement de Kupiansk au nord et une poussée vers Zaporizhzhia. Ça, c'est une chose. Et à Kiev, euh, dans un petit retour un peu à l'époque que tu as bien connu en tant qu'historien, de la révolution russe, les dirigeants Kerstarmer, Merz et Macron sont arrivés en train. Alors, ils sont réunis dans un train. Alors, je ne sais pas si c'était un train blindé comme à l'époque, non, c'est des soldats avec des tourelles à mitrailleuses sur le haut. Bon, voilà, c'est un petit retour un siècle en arrière. Ça, c'est pour la blague. Mais ils se sont réunis et ils ont fait un plan sans les Russes. Bon, tout à fait intéressant comme idée.
pour faire un cessez-le-feu de 30 jours, chose contre laquelle ils étaient absolument contre il y a 3 mois, parce que ça aurait été positif pour la Russie. Bon, passons sur la logique. Visiblement, il y en a pas beaucoup. Vladimir Poutine, lui, a réagi en faisant une conférence de presse en pleine nuit, ce qui nous a un petit peu détruit la nuit du samedi soir, à 3 heures du matin, en disant qu'en gros, je schématise, on réouvre les négociations telles qu'elles étaient à Istanbul il y a 3 ans. Entre les lignes, on peut lire, je crois, Jacques, c'est si vous n'aviez pas bloqué cela, on n'aurait pas perdu 3 ans et beaucoup de morts et de territoire pour l'Ukraine. Apparemment, les Européens pousseraient à aller vers ces négociations, mais d'un côté, on demande 30 jours de cessez-le-feu pour commencer à négocier. D'autre côté, les Russes n'ont pas l'air de vouloir de cesser le feu. Ils veulent une négociation globale pour cesser les combats. Est-ce que tout ça, selon toi, c'est une agitation et en fait rien ne change? Ou est-ce qu'il y a quand même une évolution au niveau de la négociation et peut-être une sortie de crise envisageable? Alors, c'est une évolution, mais il faut se garder, je dirais, de tout optimisme par rapport à cette évolution, ou disons de tout excès d'optimisme, plus précisément. Alors, pour replacer les choses, ce que proposent les Russes, c'est effectivement de rouvrir des contacts directs entre eux et les Ukrainiens. Et c'est en fait le premier format Istanbul, le format Istanbul de 2022 qu'on est en train de reproduire. Bien. Ils ont dit qu'ils n'accepteront pas la trêve. Donald Trump a pris position pour les Russes en disant Russes et Ukrainiens, vous devez vous rencontrer, faites-le maintenant, il y a eu assez de morts, etc. Et il ne parle pas de trêve. C'est un point extrêmement important. J'ai l'impression. Ou alors c'est la presse française qui dit. C'est la presse française. Ah oui, d'accord. C'est la presse française. Il faut bien regarder le message qu'il a passé sur son propre réseau social. Hein. Bon, et il dit Russes et Ukrainiens, vous devez vous rencontrer. Il y a eu assez de morts, bon, etc. Faites-le tout de suite. Il ne parle pas d'arrêt des combats. Alors, il n'est pas impossible qu'on négocie non. Effectivement, c'est ce que Vladimir Poutine appelle négociation sans préalable. Voilà. Alors que Macron, lui, a dit il faut un préalable, sinon. Oui, voilà. Alors, il n'est pas impossible que on ait une forme limitée de cessez-le-feu sous la forme de plus d'attaques contre des cibles dans les villes. Ça, c'est pas complètement impossible qu'on aboutisse à ça. Mais concrètement, on est actuellement dans un scénario qui ressemble beaucoup aux négociations qui s'étaient ouvertes en 1968 sur la guerre du Vietnam, où les deux parties, autrement dit Nord-Vietnam et Chine, Sud-Vietnam et États-Unis, se parlaient à Paris, alors que continuaient les combats. Il faut quand même rappeler ça. Et que ça a duré quand même 4 ans. Ça a duré 4 ans. Hein. Voilà. Bon. Le début, fin des négociations, c'est 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il y a eu parmi les pires bombardements du Vietnam Nord. Tout à fait. Et des offensives de part et d'autre, sans aucune. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt dans ce cadre-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée ukrainienne va voir ses réserves de munitions et d'armes s'épuiser. Les Américains ont accepté de donner quelques armes aux Ukrainiens, essentiellement des missiles patriotes qu'ils retirent des stocks qui sont en Allemagne. C'est important, ça veut dire qu'ils n'ont plus de stock. C'est probablement les derniers lots qu'ils pourront donner aux Ukrainiens. Bon, et 100 missiles patriotes, c'est de quoi pour l'Ukraine tenir 4-5 mois, pas plus. Hein.
Bon, donc on voit que l'armée ukrainienne cède du terrain. Elle en cède d'ailleurs de plus en plus face à l'armée russe. Si on fait le compte des kilomètres carrés gagnés, bon, je sais que c'est pas tout à fait pertinent parce que il y a kilomètres et kilomètres. Hein, en particulier, il y a la nécessité de prendre certains points qui sont très 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 fortifiés. Bon, ok. Mais globalement, on voit que l'armée russe avance plus vite actuellement qu'elle n'avançait il y a 3 ou 4 mois. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et en réalité, l'armée ukrainienne va se trouver, je dirais, à court de matériel et à court de munitions, quelque part entre la fin de l'été et l'automne prochain. Donc, il est très clair pour les Ukrainiens qu'ils n'ont pas d'autre solution que de négocier. Et aujourd'hui, tous les discours qui sont tenus par les Européens, que ce soit par Macron, par Merz, par Starmer, bon, qui disent non, non, tenez, tenez, tenez. Non, les Ukrainiens ne peuvent plus tenir et nous n'avons pas les moyens, d'une certaine manière, de les faire tenir. Donc ça, c'est un point important. Et je le dis déjà depuis longtemps, ce vers quoi on est en train de s'orienter, c'est une capitulation, mais dans les formes. On ne cherchera pas, d'une certaine manière, à humilier plus que cela les Européens et les Ukrainiens, mais c'est vers ça que l'on est en train de s'orienter. Parce que les États-Unis sont toujours sur l'idée, on se désengage complètement. On se désengage complètement. Donc, ça veut dire... Vance a fait une petite erreur, J.D. Vance. Oui. Dans un interview, il a dit que les exigences territoriales des Russes dans les négociations donc, qui ont lieu entre Américains et Russes sont trop élevées. Et il parlait pas des 4 oblasts, il parlait d'ailleurs. Oui. Bon, par ailleurs, il y a aussi un problème, il faut le dire. On ne sait pas exactement qu'est-ce que les Russes ont dans la tête. Alors, on peut dire, oui, ils veulent le fameux triptyque de départ, hein, neutralisation, désarmement, dénazification. Bien. Maintenant, ils ajoutent à ça la reconnaissance de la Crimée et des 4 oblasts. Mais ils commencent à prendre des positions qui leur permettront d'avancer au-delà des 4 oblasts. Donc, il y a ils veulent la restitution des 200 milliards, je crois que voilà. Poutine a été très 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 clair là-dessus. Tout à fait, bon. Donc, 300, mais je dirais que c'est classique dans toute guerre. Il y a des objectifs minimaux, bien. C'est des objectifs sur lesquels on ne transigera pas. Et puis pour le reste, ben, on cherche à prendre tout ce qui est prenable. Et il faut que ce soit clair à tout le monde. On le répète ici assez, toi tu l'as fait chez nous sur la fréquence populaire, partout. C'est l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Tout à fait. C'est le numéro 1. Tout à fait, tout à fait. Et il ne rentrera pas dans l'OTAN, c'est-à-dire que la Russie contrôlera qu'il n'y a pas de développement de base. Tout à fait, là aussi. Et donc, de ce point de vue-là, la déclaration qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères allemand, qui a dit que l'Ukraine avait vocation à entrer dans l'UE et dans l'OTAN, c'est une déclaration irresponsable. Ce qui n'aura pas d'effet, parce que je ne vois pas en quoi les Allemands ont les moyens de faire pression sur la Russie. Même chose pour l'UE. Mais est-ce que ça donne pas des outils à la Russie ? Imaginons que la Russie veuille prendre plus de terrain dans les discussions avec les Américains, elle dit bon, ben, c'est sympa, mais vos amis, parce que Macron a dit la même chose. Il me semble que Macron a même signé un accord de coopération militaire il y a 1 an et demi, visant à récupérer tout, y compris la Crimée, et accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, les négociateurs russes
pourront jouer là-dessus en disant aux Américains, enfin bon, contrôlez vos amis parce que eux, ils veulent continuer ce que nous ne voulons pas. Donc, Alors, c'est ça qui explique la position des Russes qui disent pas d'arrêt des combats avant d'avoir une clarification sur le type d'organisation post-guerre. Bon. Autrement dit, on ne veut pas un simple arrêt des combats pour un arrêt des combats. Bon. Mais on veut que cet arrêt des combats s'insère dans une trajectoire cohérente pour le post-guerre. Bon. Et cette trajectoire, les Russes ont très bien définie, c'est en tous les cas neutralisation des armements. Donc ça, sur ce point de vue-là, il n'y aura pas de négociation réelle, c'est à prendre ou à laisser. Et plus les Ukrainiens diront, bah dans ce cas-là, nous, on ne veut pas négocier non plus, plus ils perdront de terrain et plus ils laisseront avancer l'armée russe. Donc voilà, c'est ça la situation. Alors après, je ne sais pas comment va se passer la réunion de jeudi. Est-ce que Poutine viendra en personne? Est-ce qu'il déléguera quelqu'un? Est-ce que cette réunion même se tiendra? Parce qu'il y a toujours une incertitude sur la tenue de cette réunion. Mais si jamais elle se tient, la Russie ne fera que de répéter, je dirais, ses conditions minimales. Et ces conditions minimales ne sont pas négociables. Alors après, ben évidemment, ça sera aux Ukrainiens de dire est-ce qu'on les accepte tout de suite ou est-ce qu'on les accepte dans 6 mois, voire 9 mois, et on les accepterait à ce moment-là dans des conditions qui seraient bien plus dégradées par rapport à la situation actuelle. C'est ça, en fait, le scénario. Je rappelle par ailleurs que dans le cas des négociations sur la guerre du Vietnam hein, et de l'accord qui est signé en 1973, les Américains ont menacé le Sud-Vietnam de lui couper les vivres. C'est comme ça qu'ils ont fait accepter l'accord au Sud-Vietnam, parce que cet accord, les Sud-Vietnamiens disaient on ne veut pas de paix tant que il n'y a pas un abandon par les communistes, donc par la République démocratique du Nord-Vietnam et le Viet Cong, il n'y a pas d'abandon de toute une série de points qu'ils tiennent, de manière à ce que l'on ait des zones bien déterminées, ce qui est à vous, ce qui est à nous. Bon. Et évidemment, de l'autre côté, on dit non, non, s'il y a un arrêt des combats, cet arrêt des combats doit respecter les conditions du terrain. Donc, un phénomène de peau de léopard qui était tout à fait réel, bon, qui d'ailleurs a posé des problèmes absolument insolubles aux forces d'interposition, car il y avait des forces d'interposition hein, dans l'accord de 1973, et ce qui fait que cet accord a tout de suite été violé des deux côtés. Parce que d'un côté on cherchait à avancer, d'un autre côté on cherchait à éliminer des points de cette peau de léopard, bon, etc. Et c'est pour ça que cet accord n'a pas mis fin à la guerre, il a simplement permis aux États-Unis de se désengager. Ce qui est la grande question en Ukraine, enfin, derrière le brouhaha, les déclarations, ce qui est clair, et donc donne l'avantage total aux Russes, c'est que les Américains veulent se désengager. Point. Tout à fait. Ils veulent aller s'occuper d'autre chose. Vance a été assez clair là-dessus. Trump. Tout à fait. On a un petit peu débordé, même si ça va. Une question sur pour finir sur la situation économique. Est-ce qu'on est dans un moment de détérioration de situation économique? Et peut-être un mot sur l'évolution, puisque tu as été le plus clairvoyant, comme d'habitude, sur ces questions-là, sur les droits de douane. Ça a l'air de tourner en autre boudin, comme on dit, l'affaire de Donald Trump, puisque
la Chine va abaisser ses droits de douane qui étaient montés à 125% à 10 sur les Mhm. produits américains pendant 90 jours, et les Américains, eux aussi, ont baissé. Est-ce que là, on a une sorte de défaite de Trump dans un contexte de problèmes économiques, de détérioration économique en Occident? Alors, sur les droits de douane, il faut faire vraiment très, très, très attention. Sur le papier, c'est plutôt un avantage américain, au sens où il passe de 2,5% de droits de douane en moyenne à 30%. Et les Chinois, eux, voilà, voilà, bon, à court terme, je dis bien à court terme. À moyen et à long terme, il est clair que la puissance économique de la Chine va, d'une certaine manière, rendre extrêmement difficile l'application de ces droits de douane. Alors, euh, même des droits de douane à 30% par rapport aux produits chinois, euh, la Chine a de telles échelles de production qu'elle restera très largement compétitive. Donc, d'une certaine manière, ça ne remet pas en cause la compétitivité chinoise par rapport à l'industrie américaine. Pour ça, il faudrait que les droits de douane soient nettement plus élevés. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois les ont acceptés. Euh, Par contre, 10% de droits de douane, ça peut accélérer la perte de compétitivité américaine par rapport à la Chine. Donc voilà, c'est ça. Donc sur le papier, Trump peut effectivement dire qu'il a gagné. Quand on regarde le niveau moyen des droits de douane américains et le niveau auquel on sera au moins pendant la période des 90 jours, oui, il a gagné. Si on regarde en termes de dynamique économique, bah non, il s'est heurté à beaucoup plus fort que lui. Bien. Et en tous les cas, d'une certaine manière, se pose le problème de, je dirais, le rétablissement de relations économiques au niveau mondial. Alors, la bonne chose, c'est que on va pas avoir de coupure immédiate. Et j'ai parlé à toute une série de spécialistes sur le transport naval qui me disent le transport naval va reprendre très largement dès la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Bon, donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de choc majeur sur les économies. Il y aura un petit choc inflationniste, c'est vrai. Et par ailleurs, ça va encore accélérer, je dirais, l'intégration économique au sein de la sphère des BRICS. Parce qu'on voit très bien que les Chinois commencent à se retirer de toute une série de positions qu'ils avaient aux États-Unis pour développer à peu près la même chose, mais dans le cadre des pays des BRICS. Donc, je pense qu'on est arrivé à une forme d'accord de manière à éviter une crise massive du commerce international qui aurait été gênante pour tout le monde. Ça aurait été gênant évidemment pour les États-Unis, ça aurait été aussi gênant pour la Chine, ça aurait été gênant pour la Russie, parce que qui dit crise massive du commerce international dit chute importante euh, des prix du pétrole et du gaz. Bon, donc ça, on a évité. D'une certaine manière, il y aura même un redémarrage important des prix des hydrocarbures qui devrait se passer à la fin de l'été. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'OPEP, avec l'accord des Russes, a décidé de réaugmenter les quotas de production. Parce que si on a cette augmentation de la demande qui se passe à la fin de l'été, début du mois de septembre, il faut savoir que les contrats pour alimenter la demande vont être passés maintenant, en réalité. Et donc, il faut éviter qu'il y ait un déséquilibre demande-offre trop important. C'est pour ça qu'on va augmenter un petit peu l'offre. Tout ceci se calcule, c'est le fruit de modèles économétriques assez précis. Bon,
Et donc, les Russes vont pouvoir à nouveau augmenter et leur quantité exportée et bénéficier d'une forme d'accroissement des prix. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, sur le fond, eh bien, évidemment, les phénomènes de démondialisation continuent. On a des formes de régionalisation du commerce international. Mais dans cette démondialisation, le camp des BRICS est beaucoup mieux parti que l'autre camp, parce que l'autre camp est lui-même divisé. Le conflit commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, il est toujours là. Il est toujours présent. Et le problème, c'est que si Trump veut effectivement reconstruire l'industrie américaine, ben, la Chine n'est pas son seul adversaire. L'Allemagne est aussi un adversaire important. Et c'est ça qu'il a beaucoup de mal à conjuguer, c'est le fait qu'ils doivent se battre sur deux fronts. Alors que les Chinois, eux, bon, il y a le problème des États-Unis, mais c'est tout. Les États-Unis doivent se battre sur deux fronts, à la fois contre la Chine et les pays asiatiques, parce qu'il n'y a pas que la Chine, hein, il y a l'Inde aussi, dont on parle peu, mais qui est importante, et par rapport à l'Union européenne. Et ça, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Donc, on peut résumer la situation, c'est que le pire endroit où être, ce sera l'Union européenne. Parce qu'elle Oui, fait face, probablement. d'un côté, une défaite stratégique militaire en Ukraine, dans laquelle elle s'est engagée un peu sans raison, ou alors des négociations totalement à leur désavantage, et puis, comme tu le dis, l'offensive qui est déjà en cours depuis longtemps, américaine sur l'industrie européenne, où où Donald Trump et les Américains sont sûrs de réussir quelque chose, alors qu'ailleurs c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, nous sommes maintenant en train de voir, pour des raisons largement idéologiques, mais en train de voir une période de, je dirais, d'effacement, à la fois économique, politique et culturel, de l'Europe. Alors, ce n'est pas, je dirais, une trajectoire obligée. On aurait pu penser, et on pourrait encore penser à des trajectoires un petit peu divergentes, mais pour pouvoir mettre en œuvre ces trajectoires, il faut une autre politique. Et cette autre politique n'est plus possible dans le cadre de l'Union européenne. Donc, il faut, d'une certaine manière, dissoudre l'Union européenne pour pouvoir repasser des accords avec toute une série de pays et puis laisser d'autres pays continuer leur chemin. Mais en particulier, la contradiction entre les intérêts de la France et les intérêts de l'Allemagne est aujourd'hui absolument majeure. Donc, comme on ne va pas se faire la guerre, il faut être sérieux. Bon, la guerre n'est plus une option en Europe. Eh bien, il faut dire, ben, écoutez, nos intérêts sont trop divergents. Séparons-nous à l'amiable. Ça vaut toujours mieux qu'un procès. Séparons-nous à l'amiable et partons chacun dans les directions qui nous arrangent. Je crois que c'est vers ça que l'on pourrait, en tous les cas, si on avait un petit peu de courage, avancer. Eh bien, merci Jacques pour cette émission et pour cette note de courage qu'on espère sera insufflée par les Français. Et évidemment, ça ne concerne pas Emmanuel Macron, surtout pas les questions de souveraineté, mais on en revient à ça, à la souveraineté. Donc voilà, si vous avez aimé cette émission, bien n'oubliez pas de liker, si ce n'est pas déjà fait, parce que j'imagine que vous le faites immédiatement, bien sûr, de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sur TikTok et sur Telegram. Merci à tous. Et comme on parle de souveraineté, eh bien, nos amis de République Souveraine organisent une sorte d'université, et surtout un moment festif de commémoration et de reprise de lutte pour la souveraineté en organisant ce 29 mai à Paris
un rassemblement pour les 20 ans du référendum non au traité constitutionnel européen. On vous mettra les informations en lien sous cette vidéo. Alors malheureusement, il n'y aura pas Jacques Sapir, parce qu'il n'est pas là, mais il était bien évidemment invité. Mais il y aura Emmanuel Todd, il y aura Zoé Constantopoulou, Stéphane Rosès, Marcel Gaucher, Jacques Nikonov qui nous parlera de ce qu'il avait fait en tant que président d'Attaque à l'époque, et encore bien d'autres. Ce sera très intéressant. Et ben, le maître mot, il sera également souveraineté. Encore une fois, merci Jacques, et à très Merci. bientôt. Et bonne journée à tous. Merci à toi. Merci.